Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. L'assaut contre les assaillants ayant pris en otage plus de 170 personnes à l'hôtel Le Radisson à Bamako au Mali a pris fin hier. La traque pour retrouver des traces de bombes dans les chambres se poursuivait. La prise d'otage a fait 27 morts. Elle a été revendiquée par un mouvement affilié à Al-Qaïda. Christelle Menon. C'est aux environs de 8 heures qu'une fusillade se fait entendre aux abords du Radisson Blu Hotel à l'ouest de la capitale malienne Bamako. À ce moment-là, 170 personnes, dont 140 clients, se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Les preneurs d'otages, au moins 2 personnes, arrivent à bord d'une voiture diplomatique et entrent dans l'hôtel en criant Allah Akbar, selon un haut responsable des services de sécurité. Ils se déploient dans les différents étages de l'hôtel. Aux environs de 9 heures, policiers, militaires, gendarmes sont visibles sur les lieux, de même que des membres de la MINUSMA, force onusienne au Mali, et des forces françaises Barkhane. Des forces de sécurité américaines se signalent aussi dans le périmètre de sécurité. Le quartier est bouclé. Un assaut est donné aux environs de 11 heures. Au fil des heures, des otages s'enfuient ou sont libérés par les forces en présence. À 16 heures, plus aucun otage dans l'hôtel, au moins 2 terroristes et une vingtaine de personnes tuées. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, en visite au Tchad, annonce son retour en urgence au pays et s'exprime depuis N'Djamena. Calme, sérénité, pas de psychose. Quand le bar, le restaurant, la terrasse a été attaqué, certains ont décrété le Mali pays non grata, destination non grata. Et je pense que ça sont des choses auxquelles il faut faire attention désormais. Nous devons tous être humbles. Nulle part n'est à l'abri ad vitam aeternam du terrorisme. Le soutien vibrant que j'ai senti en ces heures quand ce drame est survenu au Mali. Tous les signes d'amitié, d'encouragement, les bénédictions adressées au peuple malien nous ont été très sensibles. Toujours dans l'après-midi, une revendication est relayée par un organe de presse mauritanien. Elle est du groupe Al-Mourabitoun, une fusion des signataires par le sang de Mokhtar Belmokhtar et du Moudjahou. Al-Mourabitoun, lié à Al-Qaïda, est actif dans la région de Gao, au Mali et au nord du Niger. Le groupe armé djihadiste est le même impliqué dans l'attaque en mars dernier d'un bar-restaurant à Bamako. Et selon le ministre malien de la Sécurité intérieure, les forces de l'ordre sont en train de traquer les auteurs de l'attaque. 2 assaillants auraient été tués lors de l'assaut Radisson Blu. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué le professionnalisme des forces de défense maliennes. Une semaine après les attentats les plus sanglants de l'histoire de la France, la traque continue. Alors qu'au moins un suspect, Salah Abdeslam, est encore recherché. Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats revendiqués par Daesh, a été tué dans l'assaut policier mené mercredi à Saint-Denis. Les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice se sont réunis hier à Bruxelles. Objectif, renforcer la réponse aux communes à la menace djihadiste. Un hommage national sera rendu le 27 novembre aux invalides et aux victimes de ces attaques ayant fait 130 morts et 352 blessés. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises, la CONARIV, a fait le point des avancées du processus d'indemnisation. Le porte-parole de la structure était hier face à la presse. Sidonie Davila. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV, face à la presse ce vendredi. Par la voix de son porte-parole, le professeur Seribaï, il s'est agi pour elle de partager avec la presse la conduite du processus. Concernant l'inscription des victimes, une étape tout aussi importante dans le processus d'indemnisation, qui a vu son délai être prorogé plus d'une fois, la CONARIV se veut on ne peut plus clair. Cette activité devait, selon l'ordonnance, s'achever au 30 juin 2015. Pourquoi la CONARIV a-t-elle donc proposé la prorogation à plusieurs reprises? Pour une raison de principe. Nous ne pouvons laisser au bord de la route un grand nombre de victimes qui désirent se faire recenser. Rien que du 10 au 14 novembre 2015, en ce qui concerne la dernière prolongation, 5 982 victimes ont été recensées, soit un total de 84 322 victimes recensées. Aux victimes retardataires, cette prolongation-ci est bien la dernière. La CONARIV veut s'atteler
à satisfaire toutes les victimes comme le souhaite le président de la République. Pour accélérer son action qui devrait aboutir à l'établissement de la liste unique consolidée, l'institution a mis sur pied des équipes techniques qui travaillent de jour comme de nuit. La 26e journée internationale des enfants a été célébrée hier 20 novembre. Le thème retenu cette année est « Stop aux violences envers les enfants ». L'ONG DDECI a, au cours d'une rencontre, invité la population au respect des enfants. On en parle avec Ami Sissoko. Enlèvement et sacrifices rituels, négligence, coups et blessures, mariage forcé, violence verbale sont autant de formes de violences faites aux enfants. Pour lutter contre ces violations des droits des enfants, le 20 novembre de chaque année, le monde se mobilise pour dire « Stop aux violences envers les enfants ». À cette occasion, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire de DECI instruit les parents sur le respect des droits de l'enfant. Vous pouvez vous retrouver avec un enfant de moins de 2 ans, violé jusqu'à 16 ans, 17 ans. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, je dirais. Et nous devons ensemble lutter contre ces violences. Malgré la pluie, les enfants ont livré leur message aux parents. Ils l'ont exprimé à travers des sketchs et matérialisé par un arbre de rêve qui symbolise la paix, la tranquillité et la non-violence pour eux. L'enfant a droit à l'alimentation, à l'identité, à la santé. L'enfant a le droit d'aller à l'école. Il faut respecter les droits des enfants parce que c'est très important. Les enfants ont le droit de grandir comme tous les autres, comme tout le monde. Il ressort du rapport de 2014 de l'analyse de la situation de l'enfant que 2 enfants sur 3 sont privés de leurs droits fondamentaux. L'ONG Save the Children a pour sa part fait la promotion des droits de l'enfant et c'est la ville d'Adzopé qui a abrité cette activité. Nous restons avec Ami Sissoko. Les malheurs ont commencé quand je suis tombée enceinte de mon prof de maths. Mes parents n'arrivaient plus à m'envoyer de l'argent. J'étais obligée de céder à ces avances. Eh Dieu, si les internats existaient encore, aidez-nous! Afin d'aider les enfants, le monde entier se mobilise tous les 20 novembre pour lutter contre les violations des droits de l'enfant. Une occasion saisie par l'ONG internationale Save the Children, soutenue par l'ambassade de Suède pour faire à Adzopé un plaidoyer auprès des communautés, principaux acteurs de l'épanouissement de l'enfant. Évitez d'engager vos enfants dans les travaux trop pénibles et impliquant la manipulation d'outils dangereux et produits toxiques. Plutôt scolarisez-les et restez très vigilants, car les violences sexuelles sont généralement orchestrées dans l'environnement social proche de l'enfant. La non-déclaration des naissances, les grossesses en milieu scolaire, la malnutrition sont entre autres les thèmes abordés dans les sketchs, chants, danses et poèmes. Face à cette situation, le Parlement des enfants appelle à l'aide. Depuis l'année dernière, l'État a mis en place notre Parlement que les moyens soient mis en œuvre afin de mener activement nos actions de communication, de sensibilisation de l'ensemble des populations. L'ONG Save the Children entamera en 2016 une nouvelle campagne de plaidoyer auprès de l'État et des leaders communautaires. Une campagne pour favoriser le vote et la mise en application des lois et systèmes de protection de l'enfant. Des actions qui visent à mettre fin aux violations des droits de l'enfant. Carburant propre pour des véhicules efficaces, c'est le projet qui était au centre d'une rencontre organisée jeudi par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Sa mise en œuvre doit à terme aboutir à l'obtention de carburant sans soufre dans le pays. Kone Pagassoro. Face à l'augmentation continue du parc automobile en Côte d'Ivoire et l'émission de fumée polluant dans l'air, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers sa direction de la qualité de l'environnement et de la prévention des risques en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, initie un projet carburant propre pour des véhicules efficaces. Le projet vise à réduire la quantité de soufre dans le carburant. Nous avons fait une réunion sous-régionale au niveau des pays de la CEDEAO ici à Abidjan sur la réduction du soufre dans le carburant. Et il s'est agi de dire à chaque pays, au sortir de cette réunion, de mettre en place
une stratégie nationale pour réduire le soufre dans le carburant. Et pour respecter cet engagement, la Côte d'Ivoire a décidé de faire aujourd'hui cette réunion. Ce projet de réduction du soufre dans les carburants vise également à atténuer l'impact néfaste du soufre sur la santé humaine et sur l'environnement, sans oublier l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain. Une initiative saluée par les experts de l'environnement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Un carburant trop chargé en soufre émet beaucoup plus de polluants, de particules dans l'atmosphère. Aujourd'hui, ça pose un problème de santé publique. Selon les responsables du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, après l'élimination du plomb dans l'essence, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest à élaborer une stratégie de réduction du soufre dans le carburant. C'était un reportage de Pagasoro Kone commenté par Franck Quadio. Qu'est devenu le marché des arts de Cocody Saint-Jean 18 ans après l'incendie qui l'a ravagé? Abdoulaye Kone et Hugues Hervé Blé ont tenté de trouver des réponses. Ils nous disent que ce marché n'est pas fermé et que les antiquaires et autres vendeurs d'objets d'art sont en place. Suivez ce reportage. Ce qui reste du marché de Cocody Saint-Jean, les marchands d'objets d'art y occupent une place de choix. Et le visiteur qui s'y rend trouve une palette d'objets qui, pour la plupart, retrace toute une histoire, toute une civilisation de la population ivoirienne. Ici, on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Vous voyez, il y a des statues, il y a des habits, les Addis Abeba et tout, il y en a tout. Quand je vois les colliers, c'est beau, c'est bien fait. Ouais. Puis bon, ça vient d'ici et tout. Il faut reconnaître que les gens ont vraiment du talent. Ceux qui font ça, ils ont vraiment du talent. J'ai acheté des masses avec pour faire des cadeaux, y compris ces tableaux d'art. Au marché artisanal de Cocody Saint-Jean, on trouve des occupants qui, tout en déplorant leur emplacement actuel, offrent aux visiteurs des statuettes, des perles, des colliers et même des pagnes aux couleurs variées et déclinées en plusieurs accessoires pour le menu besoin. Notre problème, les clients passants. On ne trouve pas les clients. On a besoin les touristes. Dans d'autres contrées, d'autres villes de la sous-région, c'est bien organisé. Mais Cocody, c'est une commune du MAC, une commune présidentielle, c'est ce qu'on m'a fait savoir, mais ce n'est pas bien organisé. De passage dans la capitale économique ivoirienne, ces touristes d'un jour viennent écumer le marché dans l'espoir de rapporter quelques souvenirs dans leur bagage. Les tenues, je trouve que les motifs du tissu sont plus riches ici. C'est plus coloré, c'est plus joyeux, c'est plus... Donc je vais rapporter quelque chose à mon fils. C'est très intéressant. Les gens, on sent qu'ils sont bien passionnés par ce qu'ils font. Hein, et puis ils prennent ça à cœur, ils nous interpellent, tout ça, pour qu'on vienne voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fabriquent. Les Européens et autres visiteurs étrangers ne sont plus les seuls acheteurs des produits de l'artisanat. Aujourd'hui, certains Ivoiriens s'offrent également des collections pour rester en contact avec leurs racines. Tout le monde achète en tout cas. Même maintenant, les Ivoiriens, même ils achètent beaucoup. Les objets de leur culture, ils achètent des masses bêtées, baoulées, un peu de tout, des statues pour décorer. Ils font même des salons africains avec nous souvent et tout ça. En caressant l'ardent désir de mener un jour leurs activités dans un marché digne, les marchands promoteurs de l'art ivoirien continuent de mettre à la disposition du public des produits de qualité. À l'étranger, réunis hier en N'Djamena, les chefs d'État du G5 du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie, ont annoncé la mise en place prochaine de plusieurs mesures fortes, comme la création d'une force conjointe régionale. Ce sommet s'est déroulé alors que Bamako était victime d'une attaque terroriste d'envergure. Les 8 Marocains expulsés le 17 novembre par la Turquie n'ont aucun lien avec Daesh, selon une source sécuritaire marocaine. Il s'agirait de migrants clandestins voulant rallier l'Europe. Ces 8 Marocains sont actuellement dans leur pays et seront poursuivis pour émigration clandestine selon les autorités. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.